Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission d'AGA TV. Nous espérons vous trouver en bonne santé et surtout avec un bon moral dans cette période si particulière. Vous êtes actuellement un petit peu moins de 200 connectés et le compteur continue de progresser. Donc pour cette émission, nous avons choisi de vous apporter une information sur les majorations tarifaires, évidemment sujet d'actualité, et surtout les raisons invoquées par les compagnies, donc un certain nombre de justifications techniques. Mais aussi, nous avons choisi d'aborder le sujet des perspectives 2021. Il ne faut pas sans cesse regarder dans le rétroviseur, il faut regarder devant. Donc, le titre de notre AGA TV du jour est Perspectives 2021, majoration tarifaire et effet de la crise. Donc, avec cette année chahutée par le Covid et une année 2021 qui verra les impacts économiques réels sur les entreprises et éventuellement les particuliers, les marchés donc des particuliers et des professionnels seront soumis à deux mouvements contradictoires. Pour les particuliers, une baisse réelle ou fantasmée, nous verrons, de la sinistralité, et donc les effets de long terme qu'il faudra analyser. Pour les professionnels, il faudra trouver des éléments de commentaires qui, d'une part, permettront de traiter cet appel commun à une modération tarifaire versus le coût des sinistres qui augmente d'un certain nombre de branches. Afin de vous éclairer, afin d'avoir un débat intéressant, nous souhaitons trois intervenants. Le président Patrick Evrard, qui est présent. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous aurons aussi Norbert Gautron, actuel et président de la société de conseil Galéa. Bonjour Norbert. Et puis Karl Westel, chargé de mission au sein de la fédération. Bonjour. Donc nous sommes ensemble pour une petite heure. Nous abordons successivement les questions du marché des particuliers, puis le marché des pros et des entreprises, des pistes pour 2021. Vous avez, comme dans toutes nos émissions, la possibilité d'intervenir par l'onglet questions. Sur les questions, nous prendrons un temps de questions à la fin assez important, d'environ 15 minutes. N'hésitez pas à réagir au fil de l'eau. Pour commencer donc, je me tourne vers Patrick. Monsieur le Président, Patrick, pourquoi avoir voulu évoquer les majorations tarifaires? C'est habituellement un sujet interne aux compagnies et à leurs syndicats. Pourquoi AGA s'est positionné sur ce terrain? Eh bien, Grégoire, justement parce qu'on est sur une année absolument particulière. L'image de l'assurance, je ne vais pas revenir dessus, a été très largement écornée pendant la crise du Covid. Peut-être à tort, hein, on ne va pas refaire le débat aujourd'hui, mais elle a été écornée. Elle a été écornée une deuxième fois, surtout dans les réseaux où il a fallu aller faire signer des avenants auprès des restaurateurs ou d'autres, des avenants Covid, hein, pour bien préciser que la garantie n'était pas couverte. Et je trouvais personnellement que l'année 2021 devait être une année de sage et de pause tarifaire dans les augmentations. Augmenter comme tous les ans de façon différenciée ne me semblait pas être prudent. Donc j'ai voulu faire une étude très précise pour savoir comment les différents réseaux allaient augmenter, comment nos principaux concurrents banquiers, mutuelles sans intermédiaire allaient augmenter. Je pense que c'est rendre service à toute notre population d'agents généraux que de savoir un petit peu ce que fait le marché. Et ça m'a paru particulièrement important. Alors bien évidemment, on le fera avec je dirais, le petit côté prudent de ne pas divulguer le nom de celui qui augmente le plus ou de celui qui augmente le moins, parce que nous restons tous néanmoins concurrents, mais malgré tout, voilà, il fallait être utile. Et puis utile également à tous nos syndicats. Je crois que c'est important pour un syndicat qui négocie aujourd'hui les majorations tarifaires de 2021 de savoir ce que font ses petits voisins. Puisque là, entre nos présidents de syndicats et nous pouvons nous permettre quand même d'être un petit peu plus ouverts et de leur dire qui fait quoi. Donc, ça les aidera. Et sur ce terrain de l'appel à la modération tarifaire, quelle action a entrepris la fédération, son interlocuteur naturel, qui est la FFA? Et la FFA, elle se garde bien de s'occuper des majorations. Pour autant, j'ai adressé, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, un courrier à Madame Nussmann, la présidente de la FFA, pour demander officiellement qu'une pause soit faite sur ces majorations, ou tout du moins qu'elle soit le moins fort possible. Je vous l'ai dit en introduction, l'image est écornée et ça n'est pas le moment d'en reprendre une deuxième couche avec des majorations qui seraient beaucoup trop importantes. J'ai écrit à la présidente Nussmann, elle m'a répondu, une réponse d'ailleurs
voilà, qui n'est pas tout à fait, qui m'a pas surprise. Premièrement, l'AFFA n'a pas à s'occuper des majorations tarifaires de différents réseaux. Deuxièmement, cependant, elle a salué ouvertement, et c'est déjà pas si mal, les agents généraux qui sont restés ouverts pendant les 2 confinements et qui aujourd'hui encore, avec leurs collaborateurs, accueillent les clients. Et elle a transmis ce courrier aux différentes compagnies pour appeler, alors je ne sais pas si elle a appelé elle-même à la minoration, je n'irai pas à remplacer ce qu'elle peut dire, j'en sais fichement rien, mais en tout cas, au moins elle a eu le courrier, elle l'a transmis, et j'espère que tout le monde en aura pris connaissance. Je pense que ça aidera ainsi nos syndicats de société. Et je reviens encore dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, les syndicats de société se battent beaucoup en ce moment. Hein, dans certains réseaux, j'en mémoire 2 réseaux qui commencent par A, et où les combats sont même assez forts. Hein. Je crois que voilà, notre syndicat MAC3, puisque on ne parle pas de compagnie, on parle de syndicat, par exemple, eh bien, lutte beaucoup auprès de la compagnie pour ramener des majorations qui paraissent excessives. Voilà, maintenant, voilà, c'est à chaque compagnie de réagir. Mais, et ben, c'est ce que nous allons voir maintenant. Merci Patrick pour ces éléments d'introduction. Premier volet de notre émission, les majorations sur les marchés clés du particulier. Donc là, je vais passer la parole à Karl, qui a été à la manœuvre pour collecter les informations, les anonymiser, les décrypter. Tout d'abord, Karl, avant de rentrer dans le vif des sujets, quelques rappels méthodologiques, parce que sur les chiffres, il faut être prudent. Vous êtes en présence d'un acteur aussi, faites attention. Tout à fait. Merci Grégoire. Alors oui, d'un point de vue méthodologique, les chiffres qui vont vous être exposés, ce sont les majorations dites conjoncturelles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conjoncturel? Ce sont les majorations hors indice, hors sinistralité. Et également, on ne parlera pas des budgets commerciaux qui peuvent vous être attribués par les compagnies. On parle vraiment que des majorations dites conjoncturelles. Et on exclut également les ristournes qui pourraient être faites par vos compagnies en termes de stratégie commerciale pour maintenir certains clients dans vos portefeuilles. Enfin, il y a quelquefois, il y a des raccourcis qui ont dû être pris, j'en suis désolé, mais quand il y a une pluralité de taux qui sont appliqués pour un même risque, on a dû faire une moyenne de ce taux applicable. Donc, ne vous étonnez pas si de temps à autre, le taux n'est pas exactement celui que vous avez en tête. Je tenais également à remercier tous les représentants des syndicats compagnies qui nous ont permis de faire cette étude et de publier et de partager avec vous ces informations, puisqu'on a une petite exclusivité sur la thématique aujourd'hui. Très bien, merci Karl pour ce rappel méthodologique et de prudence. Et ben on y va pour les chiffres. Parlez-nous des chiffres en auto, MRH et santé, qui sont bien sûr les marchés clés du particulier. Tout à fait, clés et aussi également les marchés dont on a entendu le plus parler pendant la crise du confinement. Alors, focus sur l'auto, comme vous pouvez le constater, on a fait des petits points de dispersion pour essayer de vous situer par rapport à vos confrères. Donc, sur l'automobile, on a un taux moyen à 4,3% avec 7 compagnies qui sont à moins de 3%. Donc, l'ensemble des compagnies sont relativement proches sur la thématique. Sur le sujet de la MRH, on a un taux moyen de 4,66%, avec 5 compagnies en dessous de 3% et 5 compagnies au-dessus de 5. On a une compagnie qui se distingue un petit peu avec une majoration très importante de 13%. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire passer auprès des clients. Et enfin, sur la santé individuelle, nous avons 8 compagnies sur 9 qui sont en dessous des 4%, dont une qui se distingue également avec une majoration à 0%, donc peut-être à saluer. Et le taux moyen est de 2,8% sur cette branche. Alors, merci Karl. Tout de suite, je me retourne vers Norbert. Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? Qu'est-ce qui est structurel et conjoncturel dans les politiques tarifaires des compagnies? Parlons de l'auto, puis l'MRH. Donc, sur l'auto, quelques éléments clés. Alors, sinistralité, pas sinistralité, le marché financier, etc. Norbert, éclairez-nous. Je vais essayer. D'abord, merci à tous de l'invitation. Puis, je salue le travail qui a été réalisé, parce que c'est rare qu'on ait une vision aussi exhaustive des chiffres, qui moi aussi c'est utile. Tout cela conforte pas mal les informations que l'on a. Alors, c'est vrai que pour un technicien, cette année est particulièrement complexe à analyser. Une année qui est toujours en cours. Sur certains risques, je vous rappelle que le mois de décembre est parfois toujours un peu compliqué aussi. Donc, avec toute la prudence oratoire que l'on se doit d'avoir, on a des choses très contradictoires suivant les risques, suivant la période de l'année. En auto, pour répondre à la question plus précisément de Grégoire, évidemment, la sinistralité pendant le premier confinement,
quand on ne roule pas, forcément, c'est mieux, c'est mieux que d'habitude. Par contre, on a des choses qui semblent s'aggraver en auto. On parle des pièces détachées et autres, mais notre actuaire aussi, ce qui nous marque un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les sinistres qu'on appelle les graves, enfin pas beaucoup, mais les graves qui s'alourdissent en fait. Et la part des sinistres graves, du corporel, tous ces aspects-là, c'est quand même quelque chose qui compte au final. Donc quand on met tout ça bout à bout, on a toujours nos inflations, on a toujours donc, ces pièces, les dégâts graves, on a un ensemble de points qui nous font dire attention, ne soyons pas trop non plus, comment dire, comme nubilés par une année particulière, ponctuelle, restons quand même sur des tendances de long terme. Les tendances à long terme, ce n'était pas une baisse de la sinistralité sur la partie auto. Donc traitons du ponctuel par peut-être des mesures ponctuelles et restons quand même vigilants sur les équilibres futurs. Sur l'autre marché qui avait été ciblé sur la MRH, là encore, effet conjoncturel, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs lié au Covid, mais les effets de fond. Moins. C'est vrai que sur la MRH, c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est quelque chose qui bouge. Déjà, ça bouge pas mal au niveau des garanties, des besoins. L'aspect Covid, allez, si je synthétise rapidement, a moins d'impact évidemment. Par contre, on a des choses, on l'évoquait à plusieurs reprises entre nous, les risques climatiques, par exemple, c'est quelque chose qui pèse. On dit 1% ou plus de 1% chaque année dans les prochaines années de hausse liée à ces risques-là qui vont grandissant. Dans le climatique et les sécheresses, il y a un ensemble de points comme ça où on sent que ça va jouer. Donc, certaines fréquences aussi montent. Donc, à l'arrivée, on n'est pas surpris par les hausses que l'on voit là, à l'arrivée. Maintenant, on est vigilant. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas une partie des hausses sur les portefeuilles, par exemple, est-ce qu'on ne récupère pas des choses, mais on tape un peu plus fort sur certains portefeuilles. Est-ce que s'il y a des pertes sur certaines branches, on a évoqué, pertes d'exploitation ou autres, est-ce qu'on ne va pas essayer de faire des compensations entre risques, etc. Donc, il faut être super vigilant. Mais j'ai tendance à dire que les hausses qui sont là ne me surprennent pas techniquement. Et dernier point par rapport à tout ça, donc là on est sur le technique. Nous, on est très gênés, on va devoir faire des provisions en fin d'année. On nous pose toujours des questions sur ces sujets-là. Faire des provisions, nous, on fait simple, hein, on reproduit le passé. Comment reproduire le passé avec des événements aussi extraordinaires que cette année? Donc, on a beaucoup d'incertitudes. On a été sensibilisés en tant qu'actuaire et fédération par la CPR, l'autorité de contrôle, pour dire attention à ce que vous faites, attention, soyez très prudents. Voilà. Et pour terminer, n'oublions pas qu'au-delà de tous ces aspects techniques, il y a un aspect financier. J'ai eu la chance de vous rencontrer la plupart d'entre vous, je pense, il y a un an. Les taux étaient aux alentours de 0. Les taux ont encore baissé. Donc, les perspectives financières sont encore moins bonnes. Je suis désolé de rappeler tout ça, mais à l'arrivée, donc, je ne suis pas surpris par les hausses. Certaines sont quand même assez fortes. Si vous me permettez simplement, je repars sur la MRH. Je suis un petit peu surpris de constater des hausses à 4%, 5%, voire 6%, alors que l'indice est faible. Si ma mémoire est bonne, il est peut-être même négatif. Donc, ça veut dire que là, cette fois, la politique est plus que prudentielle et que nos compagnies, comme d'habitude, j'ai un peu le sentiment, se font un bas de laine pour prévoir un avenir peut-être plus difficile. Mais je trouve vraiment, et je reviens un peu sur ce que je disais, quand je vois des hausses à 5 ou 6, je les trouve trop fortes, surtout avec un indice FFB qui est négatif. Donc, ça me semble un peu incroyable qu'on augmente aussi fortement les contrats. Vous avez raison. Quand on s'était vu il y a un an, moi, j'avais eu la chance de continuer à échanger avec certains syndicats. C'était très intéressant de voir ce besoin de, allez, j'emploie, je vais lâcher un grand mot, de transparence, de compréhension. Je dirais, cette année, j'ai encore plus de questions que d'habitude. Donc, j'ai besoin de comprendre. Ces hausses-là, je ne les comprends pas non plus. Donc, j'ai besoin de les comprendre. Voilà. Et je pense qu'il y a un besoin accru de transparence, d'explication, tout simplement. Mais je vous suis tout à fait. Ouais. Je ne voudrais pas plagier un humoriste, mais je crois qu'on ne nous dit pas tout sur cette affaire des hausses. Et j'ai le regret, encore une fois, de le constater. C'est bien la transparence, vous avez raison, Norbert, et qu'il faut mettre en place. Norbert, de votre point d'observation aussi, vous aviez évidemment de manière anonyme regardé un petit peu sur les autres acteurs du marché auto-MRH, notamment la banque assurance, pardon. Est-ce que là, vous avez des visions de leur positionnement marché? Alors, oui, des éléments. Je me méfie toujours parce que chacun a sa. Surtout vous avez vos carrières face à vous. Donc, mais globalement, on retrouve les chiffres en moyenne, plutôt dans la moyenne que vous évoquiez là, moyenne un peu plus basse peut-être. 3, voilà, dans cet aspect-là, le 1,50 à 2 en auto, le 3. Par contre, c'est vrai qu'on voit des différences
entre affaires nouvelles et portefeuille assez marqué chez certains, comme j'évoquais, donc effet rattrapage ou autre. Mais surtout, comme l'a bien dit Karl au départ, tout ça, c'est hors ristourne, budgets commerciaux, ciblage, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a des outils maintenant beaucoup plus précis pour cibler les comportements, pour cibler les clusters de risque et non pas. on peut en tous les cas bien voir. Oui, c'est pas très joli. On peut bien voir et bien mesurer, donc cibler et donc orienter vers des révisions tarifaires grâce à des budgets commerciaux, grâce à des ristournes. Cette année, ça aura une importance particulière, on va dire. Donc là, il faut être très, très vigilant sur ces aspects-là. Donc, vous nous confirmez que les banquiers sont plutôt augmentent, parce que j'avais entendu l'inverse, donc ils augmentent plutôt aux alentours de 3%. Pour la partie MRH, sur la partie MRH, et plutôt dans le 1,50 à 2 sur la partie auto. Dans les taux, attention, les taux affichés globalement, annoncés et qui seront modulés, on va dire. La mutualité sans intermédiaire, les MSI, j'ai l'impression que eux sont plutôt aux alentours de 0. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, communication. beaucoup d'effets de communication. Donc là, je quitte la technique 2 minutes. Ouais. donc, du coup, là, il y a des stratégies. Normalement, on peut aussi décider d'acheter des parts de marché, on peut décider d'intervenir. Chacun présentera ses valeurs, on va dire. Mais ça reste encore une fois, ces gains sont normalement ponctuels. Je l'espère. Ça me renforce donc dans ma position de dire à nos syndicats, il faut absolument tout faire pour être plutôt aux alentours de 2%, 3%, mais d'essayer de ne pas dépasser ces 3 ou 4% afin de rester dans le marché. Il me semble que c'est absolument indispensable. Merci de ces précisions sur ces marchés clés auto-MRH, très visibles, et de décrypter la différence entre la communication et la réalité des chiffres. Mais bon, je comprends un consensus actuariel avant que les équipes marketing et communication s'emparent des sujets. Norbert, vous êtes aussi parmi nos spécialités, un observateur attentif des sujets santé. Alors, la santé individuelle, alors là, c'est dans la communication, c'est un peu la brasse coulée du côté du secteur. Est-ce qu'il y a une baisse ou non de la consommation de soins de santé, rattrapage ou non? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que la communication est vraiment complexe. Elle est complexe. Alors là, c'est toujours pareil. Si on regarde déjà l'année particulière, on va dire, là aussi, c'est clair que pendant le premier confinement, il y a une baisse sensible de la sinistralité de plus de 70%. Donc là, il n'y a pas de doute. Il y a eu un rattrapage. Là, deuxième confinement, on ne sait pas encore très bien, mais on voit bien que c'est moins important qu'au premier, mais ça diminue aussi. Ce qu'on peut dire en santé, c'est que sur la partie, en tous les cas, sur 2020, on sera en baisse, 5%, peut-être plus, on sera en baisse. Mais là aussi, on n'aura pas d'effet d'assiette, j'y reviendrai tout à l'heure. Les primes en général en santé sont plutôt forfaitaires, donc bon, elles sont sur l'individuel, elles sont perçues, il n'y a pas trop de problèmes. Donc il y aura quelque chose. Mais ce que l'on ne maîtrise pas bien quand on est consommé un peu dans le long terme, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent. On entend sans arrêt parler de déprogrammation, certaines opérations, certains éléments. Donc il y aura des effets, au-delà des effets reports sur les lunettes, sur l'optique, ce qu'on peut y dentaire, sur des risques lourds, il y aura aussi des choses. Donc tout ça sera à vérifier, à suivre avec attention. Ce que je peux dire, c'est que l'ONDAM, donc qui est un petit peu l'objectif de dépenses de santé pour l'année prochaine, il est à plus de 4%. Donc on s'attend déjà à avoir une hausse assez forte. Et dans les hausses de tarifs, on voit bien qu'on est entre 3 et 5 avec. Mais là, attention, des grosses volatilités suivant les populations. Donc il faut faire très attention sur ces aspects-là. Et puis les aspects aussi peut-être un peu plus à la marge. Donc on a une taxe sur cette partie du risque, il n'y a plus de doute. Il y a peut-être des doutes par ailleurs, mais là, il n'y a plus de doute. Il y a un doute sur un point, c'est est-ce que, vous savez, elle a été étalée sur 2 ans, cette taxe? Il y a une partie en 2020, une partie en 2021. Est-ce que vos compagnies vont tout enregistrer comptablement sur 2020, vont étaler, etc. Bon, c'est quand même quelques points. Donc, là aussi, on va savoir et avoir les idées claires. Et puis, juste un dernier point sur la santé. Depuis cette année, on a eu le 100% santé qui est rentré en vigueur. Donc, il y a eu pas mal de modifications. Une modification aussi importante dans une année aussi chahutée, on va dire qu'on n'y voit pas trop clair. Donc, on sera peut-être un peu prudent sur les estimations. Je perçois, avec cette parole d'actuaire, que les coussins de sécurité ont été un petit peu gonflés, peut-être dans les compagnies, face à l'incertitude. Et l'assureur, le directeur technique n'aime pas l'incertitude, donc je sens un petit peu de dopage sur les sujets santé en cas d'avenir moins riant en consommation. Oui, toujours pour revenir sur une réunion assez intéressante que nous avons eu avec la CPR et la profession,
la CPR a bien insisté en disant l'actuaire doit sensibiliser le dirigeant sur la marge d'incertitude qui a grandi, sur l'incertitude qui a grandi. Donc ça veut tout dire. Bon, merci de cette confession en direct. On a ce panorama concurrentiel, mais on souhaitait vous poser la question, vu directement pour animer ce webinaire, donc comme on a régulièrement des questions. Donc une question va vous être posée, elle va s'afficher à l'écran, je pense. Selon vous, alors on vous a donné notre avis, mais vous voyez les clients et vous avez remonté les clients et vous avez aussi les propositions commerciales précises et individuelles des acteurs. Qui sont selon vous les concurrents les mieux placés sur les risques de particuliers aujourd'hui dans ce contexte Covid, je dis post-Covid, non Covid. Donc à vos clics, qui sont selon vous les concurrents les mieux placés sur les risques particuliers, MSI, banque, assureur, courtier. Bon, on sait que c'est vous les mieux placés, donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas cité. Mais dites-nous quels sont les principaux concurrents. Merci de cliquer et on prendra avec l'aide d'Aurélie le commentaire de ces réponses ultérieurement. Patrick, donc on est sur ces risques de particuliers. Vous l'avez déjà dit, la volonté d'être proactif, mais quel est votre avis sur ces taux? Vous l'avez un petit peu dit, on a aussi les appels d'un acteur introduction de la communication assurantielle, UFC Que Choisir. Quel est votre avis? Vous avez souvent dit que sur les particuliers, il n'avait pas souffert de la crise du Covid. Voilà, un avis plus global sur ces chiffres marchés du particulier. Les particuliers dans leur ensemble n'ont pas trop souffert de la crise du Covid, à part bien évidemment ceux qui perdent leur emploi. Il faut penser à cela. Enfin, la population la plus touchée, on le sait tous et toutes, ce sont les professionnels avant toute chose. Donc je m'étonne qu'un organisme de défense des consommateurs comme l'UFC Que Choisir se lance dans ce combat jusqu'à aller demander aux clients d'écrire des lettres, à apporter à leur assureur, à leur agent général, à leur courtier, à leur intermédiaire, demandant une baisse des contrats et affirmant un peu péremptoirement que l'assureur devra résilier le risque si jamais il ne répond pas favorablement à la demande de baisse de prix du client. Sachez, mes amis, ça vous savez aussi bien que moi, que cette raison ne permet pas la résiliation du contrat. Alors bien évidemment, il y a la loi Hamon. Probablement que derrière, si le client est insatisfait, la porte est ouverte. La porte est toujours ouverte. Et c'est bien pour ça, justement, que nous devons être extrêmement méfiants sur les majorations cette année. C'est pour ça que j'appelle à cette modération. Mais non, oui, les particuliers ne sont pas les plus touchés. Et je m'étonne d'ailleurs encore que des mutuelles sans intermédiaire, je citerai par exemple la Maïf, ait cru besoin de faire un coup de pub, parce qu'en fin de compte, c'est un coup de pub. Dire qu'elle rembourse 2 mois de prime à ses sociétaires en pleine période de confinement, là, franchement, ils se foutent un petit peu du monde, hein, je l'ai dit, d'autant que c'est une mutuelle qui doit ristourner ses bénéfices en fin d'année. La seule chose qu'ils ont fait, c'est au lieu de le faire en fin d'année, ils les ont fait en mars, et comme ça, ils se sont payés des pages dans les journaux. Ristourner 2 mois de prime à des instituteurs ou des professeurs, j'ai rien contre, mais enfin, sauf erreur de ma part, ils ne sont pas au chômage, ils touchent l'intégralité de leur salaire, ne me paraît pas être quelque chose de sérieux. Ce qui est sérieux, c'est d'essayer d'apporter une aide aux commerçants qui sont fermés, qui ne gagnent rien. Et c'est, à mon avis, là où doivent se concentrer les aides et pas ailleurs. Voilà. Maintenant, j'ai regardé un peu ces majorations que vous nous avez présentées, car, et vraiment encore merci pour ce travail, puisque je sais que vous disposez de toutes les grilles, produit par produit, de toutes les compagnies. Bon, elles sont, dans une année normale, on pourrait penser qu'elles sont à peu près raisonnable, Norbert, à peu près raisonnable. On a connu des époques où c'était pire. Bon, je pense quand même, malgré tout, qu'il faut impérativement les maintenir aux alentours de 2-3%, sinon vous aurez un problème commercial à gérer. Alors bien évidemment, il y a une compagnie qui sort du lot, qui est aux alentours de 10 ou 12, mais là, je pense que ça n'a rien à voir avec la crise du Covid, que c'est plutôt là, pour être très franc, un problème interne à une compagnie un peu ciblée sur un marché extrêmement fermé. Alors, Karl l'a dit, tout ça, c'est bien évidemment, on n'a pas intégré la sinistralité. Vous le savez aussi bien que moi, la plupart du temps, lorsque le client a un sinistre, voire 2 sinistres, les majorations sont plutôt à 2 chiffres. Hein. Et là, ça fait mal.
Donc là encore, un petit peu de pondération serait utile. Mais je sais aussi qu'à l'inverse de cela, nous disposons, enfin tout du moins certains, et on a regardé un petit peu ce qui se passait dans différentes compagnies, de budgets commerciaux qui permettent d'atténuer ces majorations. Je crois que c'est le moment de les utiliser de façon à conserver nos clients. Et je sais que vous saurez le faire parce que vous faites ça déjà depuis de longues années et vous êtes probablement même les meilleurs pour conserver les clients malgré des majorations qui sont un peu fortes. Et j'ai bien pris compte de votre remarque. Norbert, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'actuaire assurance, peut-être pas vous, mais l'actuaire en assurance et le directeur commercial ou le directeur technique aiment beaucoup les coussins. Je pense que c'est véritablement une réalité. Alors, on se rend compte aussi qu'un client, ça a de la valeur. Et donc, avoir une vision globale du client avec de plus en plus de données disponibles, c'est quelque chose qui va se diffuser dans les prochains temps. C'est un outil encore plus utilisé, vraiment fondamental pour vous, en fait, pour mieux cibler les ristournes et mieux gérer son client globalement. D'accord. Merci pour ces éclairages sur l'approche commerciale individuelle. Aurélie, je crois qu'on a les résultats de notre petit sondage. Je vous donne la parole. Oui, vous êtes plus de 300 à être connectés à ce webinaire et donc vous êtes 61% à estimer que ce sont les banques assureurs qui sont les concurrents les plus durs, 35% les mutuelles sans intermédiaire et 4% les courtiers. Ah, je l'aurais parié, C'est amusant, c'est amusant. C'est amusant. Les banquiers, forcément, sont nos plus gros concurrents, on le sait depuis longtemps. Ce sont surtout les plus malhonnêtes. Et je suis triste de constater une fois de plus que la malhonnêteté paye dans ce pays, mais un jour ou l'autre, on rattrapera ça. On a bien atteint évidemment leur offensive commerciale constante depuis des années. Passons maintenant au deuxième volet de notre émission. On va parler des risques de dommages des professionnels et des entreprises et aussi un petit point sur les collectives. Karl, alors la même chose sur les marchés, les commerçants, artisans et autres entrepreneurs. Quelques précisions aussi méthodologiques. Je vais un peu me répéter pour le coup, c'est un peu la même méthodologie qui a été appliquée que pour le risque du particulier. Donc encore une fois, on parle de majoration conjoncturelle, donc hors sinistre, hors indice, on ne prend pas en compte les budgets commerciaux, les ristournes. Petite nouveauté par rapport au risque de particulier, on a également exclu les majorations, je dirais, exceptionnelles qui visent seulement une partie, un pan du portefeuille. Je pense à certaines compagnies qui appliquent des 50% sur du risque industriel, du 20% sur de la flotte transport de public de marchandises, de voyageurs, etc. Donc ça, c'est également à bien prendre en compte dans les chiffres qu'on vous expose. Donc on a ciblé la MRP, la flotte et également la construction. Donc MRP, tout simplement parce que c'est un des sujets qui a été en vogue pendant la crise de la Covid-19 avec les fameuses pertes d'exploitation sans dommage qui étaient soit inclus, soit à côté. Sur la MRP, on est à 8 compagnies sur 11 qui sont à 4% ou moins et on avoisine un taux moyen à 2,78 de majoration. Sur la flotte, là j'entends flotte véhicules dits légers, donc hors transport public de voyageurs ou de marchandises qui sont vraiment un sujet à part et qui font d'ailleurs l'objet chez certains réseaux d'abandon de souscription. Donc on est à 5 compagnies sur 8 qui sont à 4% ou moins et avec un taux moyen à 3,94. Et enfin, la construction, on l'a décidé également d'exclure parce que c'est un risque long et technique, donc il y a l'actuariat derrière assez important. Et là, on est sur un taux moyen à 4,7% et une compagnie qui majore très fortement à 12,7. Donc là encore, c'est une majoration qui va certainement être difficile à faire passer. Et enfin, on avait assez peu d'informations sur l'assurance collective. On avait un ou deux réseaux qui nous avaient donné leurs chiffres. Donc là, désolé, on ne peut pas vous partager de réelles informations. On parlera, merci Karl, on parlera des collectifs. Est-ce que je peux poser une question, moi? C'est chez vous, Chez moi. Norbert, Karl, justement, a très justement précisé qu'il avait exclu les risques, multirisques industriels, on parle. Moi, j'entends parler effectivement de majoration à 40, 50% dans certaines compagnies sur ces risques. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre un rattrapage sur le risque d'entreprise parce que pendant longtemps, ce risque, il a été plutôt en chute. Est-ce que c'est l'année du rattrapage? En tous les cas, ça s'appelle l'année où on va baisser la garde, on va dire. Donc, il y a en effet des hausses parfois très importantes
beaucoup plus ciblé. Et donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le rattrapage, on continue, on essaye évidemment un tout petit peu toujours de rattraper le passé, mais ce n'est pas forcément plus fort que dans le passé. Moi, ce qui me fait plus, comment dire, je voudrais attirer plus encore votre attention, c'est qu'on peut avoir du 40% de hausse et on peut avoir une réduction des garanties. Donc, on parle beaucoup d'évolution tarifaire et autres, et à juste titre avec des hausses, mais si on veut se rattraper aussi, on va jouer un peu sur les garanties. On va jouer sur les franchises, on va jouer sur la garantie, sur l'étendue de la couverture, on va jouer sur les conditions aussi de souscription. Donc, on peut jouer sur un ensemble d'autres paramètres sur les garanties, parfois, surtout sur ce risque-là, imposés par nos réassureurs. Les réassureurs vont aussi être plus exigeants, auront eux aussi des résultats parfois plus dégradés que l'assureur en direct. Donc, il faut imposer des conditions que l'assureur va suivre. Donc, on est, oui, dans du rattrapage pour essayer d'avoir des équilibres globaux. La solvabilité de l'entreprise d'assurance, c'est important. Mais on est aussi contraint, ou en tous les cas, comment dire, dépendant de nos réassureurs. Et donc, on va jouer non seulement sur les tarifs, mais aussi sur les garanties. Donc, j'attire plus votre attention aussi sur les garanties sur ce sujet-là. Ça me semble être des points assez importants. Donc, on invite nos auditeurs à faire très attention lorsqu'ils vont recevoir des avenants de leur compagnie pour voir si par hasard, il n'y a pas des garanties qui ont, comme par hasard, fondu dans leur montant ou du moins plus ou moins disparu. Ne soyez pas étonnés que la pandémie soit exclue. Merci Patrick pour cette précision. Et sur les risques identifiés, on avait justement un focus sur la construction, marché chahuté, peu d'acteurs qui sont un petit peu revenus. Donc là, peut-être un éclairage Norbert par rapport à ce risque long qui là encore, les coussins d'amortisseurs sont plus importants et la difficulté de prévisibilité, plus sérieusement, est encore plus difficile. Donc, rappelez-nous un petit peu les mouvements de fond sur ce marché, parce que là, les soubresauts annuels sont que des soubresauts annuels. Déjà, sur la construction, on va être dépendant du marché sous-jacent, qui est le marché de la construction, comment ça se passe et autres. Et là, c'est quand même chahuté par les temps qui courent. Donc, la qualité sous-jacente dans la sinistralité peut évoluer. Donc là, il y a eu, ça allait un petit peu mieux. Il y a eu des hausses sur la dommage d'ouvrage, la construction, la décennale. Mais là, en effet, on voit le retour de hausse. Karl l'a bien rappelé. Donc, techniquement, c'est moins bien que ça n'a été, on va dire. Mais surtout, autre point très important, là vous l'avez bien dit aussi, on est sur du risque long, la décennale, des grosses réserves. Je veux dire, on est sur des marchés où une baisse de 1% des taux, c'est les provisions qui montent de 10%, voire plus. Donc, on a tout de suite un besoin de se rattraper sur les tarifs. Donc, l'effet financier est aussi violent. Donc, techniquement, c'est pas génial quand même. Et en plus, on a l'aspect financier. Donc, l'un dans l'autre, ça ne peut qu'augmenter avec des taux qui pourraient presque être supérieurs à ceux qui ont été évoqués. D'accord. Karl, vous aviez oui, je voulais juste préciser, on parle ici des TPE, PME, hein, parce qu'on parle beaucoup dans la presse de majoration 30, 40, 50, 60, mais qui visent principalement quand même des grands risques, des grands groupes. Là, les chiffres dont on vous parle, ça concerne vraiment des TPE, PME, et il faut savoir un peu se détacher de la communication qui est faite dans la presse professionnelle. Oui, là c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, sur la MRP, voilà, la mutualité professionnelle, les contrats commerce par exemple, on est plutôt aux alentours en moyenne de 4 ou 5%, indice compris. Là encore sur un indice quand même qui est négatif. Donc à 4%, quand une compagnie augmente de 4% alors qu'elle a un indice négatif, elle fait du grave. Alors, il y a un point qu'on n'évoque pas souvent, parce qu'on n'a pas l'habitude, quand on regarde la sinistralité, on raisonne tous en ratio sinistre à prime, on dit il y a 100%, une petite marge, etc. Sur certains marchés, dont les collectifs, on va en reparler, on a un risque de ne pas percevoir les primes. Donc, il y aura un effet dérapage de la sinistralité, ou sinistralité peut-être bonne, qu'on veut rattraper, etc. Il y a un effet dénominateur. Si on ne reçoit pas toutes les primes, on n'a pas l'habitude de ça. Si on ne reçoit pas toutes les primes, il faut aussi se refaire quelque part. Donc, c'est un point important dans la. Ça, c'est sur le marché des entreprises, vous avez parfaitement raison. Avec voilà. Sur la collective, effectivement, mais je crois que vous allez en reparler juste après. Sur le marché du dommage, les dernières informations qui nous ont été transmises par la commission de distribution de la Fédération française de l'assurance sont qu'à ce jour, 98% des primes des clients ont été encaissées. En particulier, en dommage, on a encore des plans de recouvrement qui sont, pour les grandes entreprises qui sont en cours, mais en particulier, 98% des primes sont encaissées, ce qui est quand même assez remarquable. C'est remarquable. Maintenant, nous, on va se dire, oui, mais l'année prochaine, est-ce que tous les plans d'aide, tout ce qu'il y a aujourd'hui qui maintient un petit peu en survie, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Et donc là, on est obligé de se dire, je vais rappeler un poussin, mais il faut essayer de faire quelque chose.
Très bien. On reviendra sur les collectifs et cet effet ciseau juste après. On voulait aussi vous poser la question, puisque sur les problématiques d'agressivité commerciale, finalement, les principaux concurrents, je n'ai pas trop de surprise, qui sont les banques assureurs, qui sont sur les particuliers. Et donc, on avait une question à vous poser qui va s'afficher. Selon vous, quelle banque assureur est le plus agressif en prospection commerciale ou a été agressif lors de la crise sanitaire? Voilà. On a eu beaucoup de communication, mais on voulait avoir votre ressenti, vous, sur des clients attaqués ou sur des prospects, vous étiez en concurrence avec qui? Donc, selon vous, quelle banque assureur a été le plus agressif en prospection commerciale lors de la crise sanitaire? Le groupe Crédit Mutuel CIC, le Crédit Agricole, la Société Générale, BNP Cardiff ou Banque Populaire Caisse d'Épargne. Je vous remercie de prendre quelques questions pour dénoncer les méchants concurrents. Elle est facile, cette question-là, quand même. Elle est un peu facile. Hein. Non, mais nous réveillons les foules comme ça. Merci de répondre à ce peu. Celui qui ne fait pas prend moins 10 en commission. Donc, on va vous laisser répondre sur ce sujet. En attendant, donc on va avancer sur ce sujet des collectifs avec cet effet ciseau que vous avez commencé à esquisser, Norbert, avec peut-être, et c'est cette nouveauté, vous l'avez dit, moins de primes l'année prochaine dans certains marchés, primes qui est liée, bien sûr, vous le savez, à la masse salariale et donc une neutralité avec un point d'interrogation. Donc, comment ça a été traité, notamment avec un focus aussi sur d'autres acteurs sur les collectifs qui sont les institutions de prévoyance, avec une fragilité en termes de solvabilité qui est plus connue, donc, et sont des acteurs très importants. Donc, avec cet éclairage aussi, côté concurrentiel, là, d'acteurs qu'on n'a pas évoqués encore aujourd'hui, les IP. Votre regard. Oui, je peux vous faire un petit zoom sur la partie prévoyance collective. Oui. C'est vrai que, alors, premier point quand même positif, c'est que la prévoyance collective, c'est aussi le risque d'essai. Et sur les populations d'actifs, heureusement, on ne voit pas d'aggravation en fait globalement sur les actifs. On est même plutôt sur un portefeuille avec des décès en baisse. Donc la question sur la partie sinistralité, ça va être sur la partie arrêt de travail en fait. Souvent en collective, l'assureur n'intervient qu'après une certaine franchise. Donc 90 jours, relais d'une convention collective. Donc tout ça pour dire qu'après les arrêts multiples qu'on a connus à cause de la crise. Donc on aurait tendance à dire bon ça ne bouge pas trop sur cette partie-là. On voit quand même, depuis longtemps, on voit quand même des gens, les arrêts qui durent de plus en plus longtemps, donc au-delà des franchises, les arrêts de plus de 90 jours augmentent. On voit aussi avec la crise, malgré tout, une augmentation un peu plus rapide. Donc on se dit, ah, attention, il y a quand même malgré tout un peu d'attention. On a les provisions, j'y reviens, c'est toujours pareil. On est quand même sur ces risques-là en arrêt de travail, des provisions qui font 5-6 fois les montants des sinistres. Quand vous changez un paramètre, ça change la vision en fait. Et là, les provisions sont aussi très touchées par les taux qui sont là. Là, il y a des discussions en cours pour essayer d'éviter d'avoir des provisions calculées avec des taux négatifs. Ça serait quand même bien. Ça peut changer un peu la face du monde, pour être clair. Donc, on voit aussi, quand vous faites une estimation de provision, des estimations de comportement des gens, combien de temps ils vont rester en arrêt de travail et autres. Et on voit que ça dérape un peu là aussi. Donc, le côté provisionnement nous fait un peu peur. Et on a évoqué les primes, les effets ciseaux, attention, on a un peu peur pour l'année prochaine. Mais surtout, on a cette fameuse portabilité qui est arrivée en prévoyance. Donc, je sais que le temps est compté, donc je vais vous focaliser là-dessus. La portabilité, il faut bien assurer quand les gens partent pendant un an. Donc, il y a plusieurs niveaux à ce niveau-là. Le premier niveau, c'est de se dire, si on continue, si tout se passe bien, il n'y a pas d'entreprise qui fait défaut, enfin, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a des CDD qui vont pas être renouvelés, donc des gens qui vont partir, peut-être des plans sociaux qui vont arriver. Et donc là, on est sur des hausses de 1%, 2%, rien que pour des anticipations sur la portabilité. Et là, on est un peu dans le flou. Et puis, que se passe-t-il si une entreprise fait faillite? Combien de temps il faut porter, pas porter, etc. Donc, il y a eu des dispositions juridiques récemment qui précisent des choses. Mais globalement, sur la portabilité, attention, parce que ça peut coûter assez cher. Donc, au global, sur la prévoyance, ça augmente. On est sur un risque qui ne va pas très bien, avec des entreprises qui ne sont pas forcément capables d'assumer cette hausse. On est sur des choses de plus de 5%, parfois ça approche 10%. Et comme vous l'avez dit, alors là, le cas par cas, dès qu'on dépasse un effectif, plutôt dans les grosses PME, on commence à avoir des discussions au cas par cas, en fait. Mais c'est là, ça peut taper lourd. Est-ce que je peux poser une question encore une fois? Je suis indiscipliné.
Sur la portabilité, je crois qu'il est important, et vous allez me dire si ça peut jouer fortement sur les primes. On a vu le dernier arrêt de la Cour de cassation qui, contre toute attente, s'exprime très clairement pour dire lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'elle a totalement cessé son activité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien, eh bien la Cour de cassation estime que l'assureur doit payer la portabilité, doit supporter la portabilité. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Les assureurs avaient pensé qu'ils seraient exonérés de cela. Et bien évidemment, on voit tout de suite la crainte, je pense. Ça risque de jouer énormément l'année prochaine, puisque s'il faut qu'on paye les portabilités alors que le contrat a chuté. Oui. On aura un laps de temps où il faudra prendre en effet les choses en charge. On ne s'y attendait pas, c'est surprenant et pourtant ça arrive. On a connu ça déjà il y a quelques années aussi. Vous vous souvenez, la réforme des retraites Fillon, quand on était passé de 60 à 62 ans sur la retraite, quand il fallait augmenter les provisions parce que les gens restaient invalides plus longtemps, en fait, vous aviez ça à financer, même pour les gens invalides, issus d'entreprises qui n'existaient plus. Donc, les assureurs ont parfois des mauvaises nouvelles comme ça qui coûtent assez cher. Là, sur ce point que vous évoquez, il est fondamental. Il va falloir dépasser les prévisions qu'on peut faire jusqu'à maintenant et vraiment être sûr de bien comprendre. Et j'y reviens, on vous explique clairement. Ça, c'est un sujet important. Alors, on y reviendra, nous, je vous le dis, on fera une note là-dessus spécifique, parce qu'effectivement, cet arrêt bouleverse les choses, on vous expliquera ça dans le détail prochainement. Je pense qu'Aurélie, on a le résultat du sondage ensuite pour obtenir un commentaire de Patrick sur ces taux global, Aurélie. Oui, vous êtes toujours plus de 300 à être connectés et donc 59% trouvent que les crédits mutuels et le CIC ont été très agressifs, suivis de près à 35% par le Crédit Agricole et enfin à 5% par la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord. Ça m'aurait vraiment fait de la peine que vous disiez que c'était BNP Cardiff. Effectivement, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole ont été très agressifs. Je pense même que le Crédit Agricole a été entraîné par le Crédit Mutuel dans son agressivité. Oui, vous avez raison. Effectivement, ces banques nous enquiquinent encore une fois. Nous ont beaucoup enquiquinés dans cette crise. Avec des informations, Patrick, sur le fait qu'ils vont continuer sur ce marché-là, donc des informations sur muscler les forces commerciales sur ce. Oui, alors vous avez raison, Grégoire, on a l'information et ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Est-ce qu'il faut la craindre? Je ne sais pas, mais on a l'information que le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole recrutent actuellement des dizaines et des dizaines de collaborateurs commerciaux pour aller percer le marché de l'entreprise ou le marché du pro. Alors forcément, ça, on le savait déjà depuis longtemps que c'était un grand espoir des banques. Est-ce que nous devons le craindre pour autant? Écoutez, oui, il faut toujours craindre l'arrivée d'un concurrent performant, mais je pense quand même que sur le professionnel et sur l'entreprise, les banques ne sont pas performantes. Excusez-moi de le dire et de l'affirmer aussi fortement. Elles ne sont pas performantes parce que elles ne savent pas personnaliser la relation avec le client. Et ce n'est pas parce qu'ils vont embaucher un type qui va rester 6 mois, 1 an, et qui après sera remplacé par un autre, et il faudra renouer la relation commerciale, qu'ils arriveront à nous détrôner, je l'espère, dans ce domaine, puisque vous savez que nous avons une relation longue et pérenne. Et ça, c'est fondamental lorsque l'on fait de l'entreprise et du professionnel. Donc, ne nous désespérons pas là-dessus. Je crois que cela nous pousse à une chose, il faut absolument qu'on personnalise la relation avec nos clients, mais vous savez le faire et vous l'avez toujours fait, c'est une des grandes caractéristiques des réseaux d'agents généraux. Je crois que ça, c'est extrêmement important à faire et avec cela, avec cette personnalisation, cette professionnalisation de nos réseaux, eh bien, on arrivera à combattre l'attaque des banques sur l'entreprise et sur les professionnels. Donc, mes amis, en 2021, c'est votre priorité. Ne laissez pas ces coquins-là nous prendre des parts de marché comme ils le font en automobile. Ça sera plus difficile pour eux parce que les méthodes dilatoires sur le marché des entreprises, c'est un peu plus compliqué, même si le chef d'entreprise peut être séduit par « je vous accorde un prêt » et bien évidemment, comme je vous accorde un prêt, eh bien, ils peuvent forcément les tenter. Je vous dis tout de suite, nous serons extrêmement à l'écoute et extrêmement attentifs à ces pratiques honteuses pour les dénoncer, comme nous l'avons fait pour le particulier auprès de l'autorité de contrôle. Très bien, merci Patrick pour cet appel
à l'activisme commercial face au. Je prends juste quelques questions au passage pour vous préciser des choses. Il y avait une question sur un réseau, Alliance pour le dire, ces majorations tarifaires, c'est une pratique du réseau Alliance, c'est en avril 2021, donc on ne les a pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on a, Karl a fait ses études en excluant Alliance, puisqu'on est connecté. Sur le particulier. Sur le particulier. Sur le particulier. Autre point aussi sur le particulier, monsieur, ou peu importe son nom, Tierk, où pouvons-nous nous procurer les éléments factuels démontrant l'augmentation des prix des pièces détachées, l'augmentation des sinistres graves, etc. Eh bien, Karl. L'Argus fait ça très bien. Enfin, je ne parle pas de l'Argus de l'assurance, hein, l'Argus automobile. Ils font des études tous les ans. Il me semble que l'année dernière, ils avaient annoncé 8,9 ou 9% sur les réparations et surtout la main-d'œuvre qui augmente beaucoup. Donc, c'est à mon sens sûr, dans l'Argus de l'assurance, vous avez sur la page de couverture directement, vous avez les graphiques avec les augmentations de ces indices chaque semaine, dans l'Argus de l'automobile. Et je pense que c'est une information qui est en accès direct assez facilement, l'indice de la construction aussi. On peut les diffuser. Nous, on pourra vous diffuser les derniers. Voilà, tout à fait. On va vous les diffuser. Oui, c'est une très bonne idée. On va vous les diffuser, comme ça, vous les aurez. Continuer les questions, donc on les reprendra après. Après cette avalanche de chiffres, nous voulions justement, avant ces questions, donner quelques lueurs d'espoir, tout du moins, même si tout n'est pas sombre, sur des marchés à creuser, des nouveaux marchés. Donc, une minute chacun, sauf pour Patrick, parce que c'est le président. Oh là là, sur les fonds. On voit qu'on est à la fin de l'année. Il y a d'autres augmentations, qui s'annoncent. Des majos qui se négocient. Donc, vous aviez chacun identifié sur des marchés, des choses éventuellement à faire. Karl, il y a un marché que vous suivez depuis quelques mois. Oui, tout à fait. Le marché du cyber, dont on a beaucoup entendu parler à côté de la crise du Covid, la fameuse crise des cyberattaques. Moi, je pense que c'est un marché vraiment porteur, d'une part parce que on a des chiffres de la gendarmerie qui nous disent qu'en 2019, par exemple, il y a eu 74% des TPE-PME qui ont subi une attaque cyber. Donc, vos assurés sont au courant, ça existe, et dans le même temps, il n'y a que 5% de vos clients qui sont assurés. Il y a 5% des TPE-PME en France qui sont assurés en cyber, donc il y a quand même quelques entreprises, TPE-PME, à aller chercher sur ce type de risque. Ça va également multi-équiper vos clients, et ne pas en parler, finalement, ce serait presque vous mettre en porte-à-faux sur le sujet, d'autant que selon une étude excusez-moi, c'est une compagnie sans réseau d'agents, mais Hiscox, qui a fait une étude, 80% des entreprises qui auraient eu des pertes de données, vols de données, dans les 12 mois font faillite. Donc, c'est un sujet extrêmement important pour vous, pour vos clients, et de développement commercial, tout simplement. Et encore une fois, c'est un marché qui reste abordable pour le client final. Parce que si on exclut les grands risques, les majorations dont on entend parler sur le cyber de 100%, 150%, ça, c'est pour le CAC 40 et les très grosses ETI. Les TPE, PME, les majorations ne sont pas aussi importantes. Je pense à un réseau qui fait 0% de majoration sur le cyber. Donc voilà, apaisons-nous sur les majorations en cyber. C'est vraiment un risque d'avenir. Et si vous voulez en savoir plus, le 18 décembre, on fait une AGATV. Une page de pub. Ouais, une petite annonce publicitaire. On essaye de vendre aussi nos webinaires. Donc, une AGATV le 18 décembre sur le risque cyber. On aura en invité exceptionnel, je dirais, Madame Catherine Chambon, qui est la sous-directrice à la SDLC, donc la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui nous fera le plaisir d'être là. Donc, merci Karl. Donc, au-delà de la page de pub, le risque cyber, et la plupart des réseaux, vous disposez de contrats ou de garanties. Évidemment, c'est pas évident à vendre aussi. On va passer par la phase de formation, mais là, les perspectives éventuelles. Patrick, vous étiez plutôt, vous, sur le volet assurance de personnes, je crois, comme sujet à travailler. Oui, alors c'est curieux pour quelqu'un qui est toujours un agent de mage. On m'a toujours dit un peu injustement que je n'y connaissais rien à l'assurance de personnes, enfin tout du moins, je le dis souvent en riant. Oui, il y a à mon avis un marché à développer. Ça, sans conteste, ce sont les IJ, les indemnités journalières. Vous savez qu'un projet de loi qui a été emmené par l'UNAPL a percé au niveau du gouvernement et a été voté. C'est l'instauration d'indemnités journalières obligatoires
entre, je crois, le 7e jour, enfin tout ça n'est pas tranché, entre le 7e et le 90e jour, pour protéger tous les indépendants. Dans la crise du Covid, on s'est aperçu quoi? On s'est aperçu que de jeunes infirmières, de jeunes avocates devaient garder leurs enfants et n'avaient pas le droit aux IJ. Donc l'UNAPL a réagi, le gouvernement l'a entendu, et il y aura des IJ obligatoires pour les indépendants. Pour vous aussi, mes chers confrères, vous aurez des IJ obligatoires entre le 7e jour et le 90e jour, je pense. Ces IJ, elles seront faibles, et je crois que c'est une très belle occasion pour vous, comme ça s'arrête le 90e jour, et bien évidemment de venir en relais, soit pour compléter le montant des IJ qui par définition est faible, soit pour bien évidemment venir en relais du 91e jour jusqu'à 2 ans. Donc ça, c'est un beau marché, il faut vous y préparer parce que cette loi permettra un coup de pub sur l'indemnité journalière. Et puis, il y a toujours bien évidemment l'assurance emprunteur, la loi qui est issue de l'amendement Bourquin numéro 2, là, nous donne désormais la possibilité d'avoir une date certaine pour résilier le contrat emprunteur. Et là, je peux vous dire que chez moi, on en fait à peu près 70 tous les ans. Et là, je vous prie de croire que, alors ce n'est pas très rentable, vous le savez comme moi, en termes de commission, les compagnies ne payent pas beaucoup sur cette affaire-là, surtout que parfois, il y a un peu de travail, rigolez pas, non mais c'est vrai, il y a un petit peu de travail à faire. Mais malgré tout, ça nous permet quoi? Ça nous permet de repiquer les assurances auto et les assurances habitation que ces voyous de banquiers nous ont payés lorsqu'ils avaient fait eux-mêmes l'assurance emprunteur. Donc, ne vous privez pas de les attaquer. C'est beaucoup plus facile maintenant avec cette date certaine de résiliation. Et Norbert, vous étiez sur les problématiques de protection des chefs d'entreprise que vous avez bien focus. Oui, tout à fait. Je trouve que le chef d'entreprise, puis globalement les indépendants, 3 millions de personnes, en fait, vont être sensibilisés par tout ce qui se passe. Donc, il y a des assurances qui existent. Je pense que c'est un très bon moyen de prendre contact avec le dirigeant, avec l'indépendant. Il y a eu des choses qui ont été faites récemment en termes de couverture, mais ça crée un socle, et ça sensibilise les gens. Donc, je pense que c'est un point important. Et puis aussi, je pense que les risques, c'est vrai que l'emprunteur, ce sujet-là, il y a bien de la marge. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et le cyber également. Globalement, je dirais qu'il y a aussi un point, on a sur l'association de personnes, c'est la loi Pacte, le plan d'épargne retraite. Je pense que tous ces sujets-là, je trouve que les agents pourraient être plus présents, peut-être davantage rémunérés aussi sur la loi Pacte, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a de quoi faire. Il y a un fort besoin et une matière assurable nécessaire. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, quand il a mis en place cette loi Pacte pour la partie retraite, n'a pas souhaité toucher à des sujets comme les rétrocessions, ce genre de choses, pour que le marché se développe. Donc, il y a des besoins, il y a des ressources. Allons-y. Voilà, il y a beaucoup de matière assurable, en fait. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. La loi Pacte, surtout le PER, qui permet à l'indépendant de pouvoir sortir, tout du moins sur une partie en capital, c'est quand même quelque chose de très important, puisque ça a été longtemps un frein à la souscription de contrat matelas. On disait toujours, moi, je ne veux pas souscrire parce que je ne peux pas sortir en capital, je suis obligé de sortir en rente. Donc, cette modification, elle est fondamentale, et je pense que les réseaux ont intérêt à aller très fortement sur le PER. Et, par ailleurs, il y a aussi l'indemnisation du chômage. Alors, je ne sais pas si tous les réseaux ont accès à la GSC, parce que c'est un peu une association qui a été fondée par GAN Assurance, mais il faut savoir quand même dire quand sa compagnie fait des choses bien, c'est pas souvent, donc c'est bien de le signaler. GSC, par exemple, l'assurance chômage du chef d'entreprise, eh bien ça, c'est quelque chose de fondamental, surtout dans des périodes de crise où on a peur de perdre son emploi. Je ne sais pas si vous savez, vous, s'il y a beaucoup d'autres réseaux qui peuvent indemniser la perte de chômage. Il y a eu une étude faite par l'IGAS et l'IGF il y a à peu près 2 ans maintenant. J'ai la chance de bien connaître la GSC, je souscris, c'est très bon produit. Ça, je vous le confirme. C'est un peu rémunérateur aussi pour le producteur. Et pour avoir quelques chiffres aujourd'hui, sur 3 millions d'indépendants, pas tous chefs d'entreprise, sur 3 millions d'indépendants potentiellement, je pense que le marché, il doit y avoir tout compris 30 000 à 40 000 personnes maximum qui sont couvertes. Je pense que la GSC fait 2 tiers du marché, à peu près, voire un peu plus. Donc, vous voyez le potentiel. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des charges supplémentaires. Mais là, je pense que la population est sensibilisée. Et ce que vous me disiez en aparté l'autre jour, donc je livre une approche globale avec la retraite, le chômage. Je pense que c'est une approche du dirigeant qui, dans les temps qui courent, est
s'en mettre à sa Ben oui. tangente. Effectivement, ça c'est un très joli montage, hein, c'est ce que font souvent les agents du GAN, c'est dire, ben, monsieur le chef d'entreprise, vous n'avez pas le droit au chômage, si vous y avez le droit, vous payeriez tant de pourcents à la CEDIC, ben, plutôt que de les payer à la CEDIC, prenez une garantie GSC, puis prenez un PER sur le reste. Ça se compte très bien, et forcément, dans l'oreille d'un chef d'entreprise, c'est quelque chose qui sonne. Donc voilà, c'est sûrement un bon sujet de développement, et j'inviterai d'ailleurs toutes les compagnies à avoir ce type de produit parce que ça marche pas mal. Bon, on voit qu'il y a des choses à faire et merci pour les trucs et astuces, monsieur l'agent du GAN, pour les approches commerciales. Si jamais les directions du GAN écoutent ce que je dis, je vais encore me prendre une majoration supérieure aux autres. Pour une fois que je les félicite. On a des questions, on va prendre un moment de questions, il y a déjà quelques-unes. Première question, toujours monsieur Outeric. Pour les IJ obligatoires, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce que la question, c'était quel est le nom de la loi en question. Donc, ça va être voté d'ici 31 décembre. Ce serait une mise en application au 1er juillet. Voilà. Ensuite, une question de monsieur Hervé de Marseille. Je me demande qui c'est. C'est mon prédécesseur, hein, je pense. Certains sénateurs et députés ont pris des positions récentes, pas franchement laudatives à l'égard de l'assurance et envisagent des taxations supplémentaires au-delà de la taxe sur la santé. Qu'en pensez-vous de ces attitudes? Notamment, il y a une proposition d'un sénateur d'avoir une taxe sur les assurances dommages de 2% du chiffre d'affaires qui n'est pas voté mais qui est en cours de discussion. Alors, effectivement, c'est le sénateur Husson, on peut le dire, hein, qui a une particularité d'ailleurs, c'est un ancien agent général. Alors, est-ce qu'il en veut beaucoup à sa compagnie? Je n'irai pas jusque-là, mais oui, il y a un projet de taxe prise par le Sénat. Il a réussi à faire voter ça au Sénat. Je ne pense pas que sa proposition de loi perdure, puisque l'Assemblée nationale n'a pas du tout l'intention de taxer les assureurs de 2%. Moi, personnellement, je vais vous dire très franchement, les taxer comme ça d'office de 2% ne me semble pas tout à fait raisonnable. C'est oublier quand même que les assureurs ont largement contribué, et je ne vais pas les défendre, hein, mais pour une fois, quand même, pendant la crise du Covid, à hauteur de plus de 3 milliards d'euros, je crois qu'il faudrait plutôt les obliger à mieux accompagner les clients. Il me semble plus important qu'un assureur accompagne mieux ses clients. Je ne vais pas citer une compagnie, qui n'est pas la mienne là, pour le coup, mais ça commence par un A et ça finit par un A. Se deviner, tiens, on pourrait vous poser la question. Mais c'est le pire sondage qu'on pourrait faire. Le pire sondage qu'on pourrait faire. Mais cette compagnie-là, par exemple, a été dans l'obligation de faire signer des avenants aux restaurateurs pour bien expliquer que non, on ne garantissait pas la pandémie en France et la perte d'exploitation sans dommage. Eh bien, dans le même temps, cette compagnie dit, eh bien, écoutez, pour tous ceux qui signent l'avenant, il n'y aura pas d'augmentation. Ça, c'est une mesure intelligente. Moi, je crois que plutôt que de les taxer, on aurait dû, le ministre aurait pu inciter les compagnies à avoir une politique de modération extrêmement plus faible, voire pas de majoration du tout, ça eût été intelligent. Alors, est-ce que cette loi va vivre sa vie? Non, je ne pense pas. L'Assemblée nationale va la bloquer. Mais l'État, le gouvernement n'a pas l'intention de faire vivre ce projet de loi et de le suivre. Donc non, je ne crois pas qu'on ira vers une taxation des assureurs. Ok, très bien. Il y avait aussi dans le même propos, vous avez répondu, monsieur Ledeuil, que pensez-vous de l'intervention sur BFM TV de Xavier Bertrand, mais qui allait dans ce sens, c'est-à-dire une volonté de taxer et de rattraper les assureurs, etc. Vous avez déjà répondu. Oui, je pense que j'ai répondu. Puis Norbert, est-ce que ça vous paraît raisonnable de taxer les assureurs? Parce que, en fin de compte, alors, moi je m'en fiche après tout, je veux bien les taxer, mais. Non, mais vous l'avez souligné à plusieurs reprises, il y a un problème global de compréhension de ce qu'est l'assurance. En fait. Ah oui. Je vois des arguments annoncés par les uns par les autres en disant la bourse marche bien, donc il faut redistribuer également des choses. Ouais. Enfin, la bourse, elle vient d'assez haut quand même. Ouais. Donc l'immobilier, quand même, assez incertain. Enfin, il y a une. Alors, c'est peut-être un peu de notre faute à tous, c'est un sujet super technique. Je pense qu'il y a une problématique de pédagogie en général. Et donc, il y a des erreurs qui sont faites dans l'interprétation. Surtout en phase d'incertitude pour le futur assez forte. Alors, pour ne rien vous cacher, hein, je dévoile, vous savez, moi je suis assez cash quand je dis les choses.
sur cette affaire de loi prise par le Sénat. Moi, je vais rencontrer des sénateurs prochainement pour en parler très honnêtement avec eux et pour voir ce que l'on pourrait plutôt faire et qui soit mieux, à mon avis, pour les clients. Je crois que c'est les clients qu'il faut aider, ce n'est pas forcément les assureurs qu'il faut taxer. Très bien, merci pour ces précisions. On a aussi une autre question. Face à des risques très majorés, alors peut-être que ça fait partie des agents qui sont dans des compagnies avec des majorations plus fortes qu'en trop, est-ce que ça permet à l'agent, face à des majorations trop importantes, à tarif tentant, de se délier de sa condition d'exclusivité pour aller vers le courtage et éventuellement vers le cabinet de courtage, Patrick, de la Fédération? Oui. Alors, écoutez, là, il y a deux questions en une. J'ai mixé plusieurs questions. Vous avez mixé plusieurs questions sur cette affaire du courtage. Alors, l'augmentation forte d'une cotisation ne vous délie pas forcément de votre obligation d'exclusivité. Je ne dis pas forcément, parce que vous avez certaines compagnies qui, dans leur contractuel, prévoient que l'agent peut faire du courtage lorsque les conditions faites au client sont telles qu'il ne peut l'accepter. Donc, je dirais que pour ces compagnies-là, qui sont plutôt assez restreintes, très restrictives, il n'y a que quelques compagnies, 2 ou 3, qui ont ce genre de contractuel assez libéré. Pour les autres, malheureusement, non. L'écart tarifaire ne vous autorise pas à pratiquer le courtage accessoire. C'est seulement les deux conditions, résiliation du risque ou refus de pratiquer le risque, qui vous autorisent à pratiquer le courtage accessoire. Alors, sur la deuxième question qui était en lien, on a plusieurs questions sur le sujet. Quand est-ce que ouvre le cabinet de courtage AGA? Eh bien, grande impatience. Bientôt. Alors là, bientôt, et cette fois, pour une fois, je vous en ai parlé depuis maintenant 1 an. Je rabats les oreilles des agents généraux en disant qu'AGA va ouvrir un cabinet de courtage. Eh bien, ça y est, puisque nous allons avoir une collaboratrice principale qui arrive dans 15 jours, 3 semaines, et un système informatique m'a dit Karl, puisque Karl a beaucoup collaboré, et je l'en remercie en direct, à la création de ce cabinet de courtage, puisque Karl, quand il était jeune, il l'est encore un peu quand même, travaillait chez un courtier important de la place de Rouen, on va le citer, et donc connaît bien le phénomène de courtage. Donc nous avons beaucoup travaillé là-dessus, et le cabinet de courtage est prêt à sortir. On devrait pouvoir vous faire nos premières offres en mars 2021, donc ça y est, c'est lancé, et j'espère bien évidemment que vous serez nombreux. Je précise quand même que, ça c'est très important, ne nous envoyez pas vos risques de particulier. On ne les prendra pas. Nous ne faisons pas de courtage en particulier. Si on le faisait, nous serions immédiatement submergés par les demandes et nous n'aurions aucune qualité. Nous réservons le cabinet de courtage aux risques de professionnels, aux risques PNO, aux risques construction et aux risques d'entreprise. Voilà les secteurs dans lesquels nous allons nous développer. Et j'espère vraiment que ce cabinet de courtage vous apportera toute l'aide nécessaire. Ok, merci pour ces précisions. On avait encore des questions, on va essayer d'y répondre dans nos prochaines publications. Sur le risque cyber, on a des questions, comment se former, etc. Donc, il y a des choses qui sont en cours. On avait aussi des questions sur les IJ, la prévoyance individuelle et professionnelle. Donc, on a une demande d'information assez forte. On va faire une lettre. On va faire une lettre et autres. Puis, il y aura une adaptation de vos produits. Pas mal de questions sur la prévoyance individuelle. Voilà, l'heure tourne. Je vous propose de laisser le mot de la fin à Patrick. Donc, un dernier conseil pour préparer 2021 et un petit message d'optimisme, je pense, Patrick, comme toujours. Moi, je suis par définition optimiste. Si je n'étais pas optimiste, vis-à-vis de tout ce que l'on vit aujourd'hui, ce serait catastrophique. Moi, je crois que l'homme s'est toujours sorti de situations très difficiles. Et on battra le Covid et on vaincra le Covid. Vous le voyez, il y a une mobilisation absolument extraordinaire des laboratoires pour avoir un vaccin, et on parle de vaccin dès début janvier. Il y a une mobilisation tout aussi extraordinaire pour que les traitements de cette saleté de maladie
s'améliore. Donc oui, il faut être optimiste. Je pense aussi que je suis optimiste dans l'économie. Je crois que cette crise, malheureusement, elle nous est tombée dessus, mais à un moment où l'économie était solide. Donc je crois, et tous les indicateurs sont là, je ne sais pas si Norbert partageait cette vision, mais je pense que tous les indicateurs économiques étaient plutôt bons. Oui, on a une dette qui grossit. Voilà, on a malheureusement une dette qui On grossit. va la gérer. Ouais. Ou alors on l'annule. Ben, ça, c'est un vrai débat. Ça mériterait une conférence. C'est un vrai débat. On pourrait faire un webinaire sur cette question. Parce que moi, assez bêtement, qui ne suis pas un grand économiste, je me dis que puisque tout le monde augmente sa dette, il suffit de se réunir autour d'une table et puis de dire, après tout, comme c'est de la fausse monnaie, en fin de compte, on fabrique de la monnaie d'une façon absolument exagérée. Notre président Pierre Mélenchon, attention. Alors là, votre augmentation qui saute. Non, je ne dis pas Mélenchon parce que je le déteste, mais je me dis que voilà, ça c'est un autre sujet. En tout cas, je suis optimiste pour la reprise. Je pense que l'économie tiendra et je pense qu'il faut que vous ayez confiance en vous. On l'a dit tout à l'heure, hein, des menaces pèseront avec des concurrents qui vont vouloir aller sur des risques où nous étions plutôt bien positionnés, comme les professionnels et l'entreprise, et il faut vous y préparer. C'est absolument essentiel. Et pour ce faire, il faut que vous réfléchissiez à votre développement. C'est très important aussi de réfléchir à votre développement. Pendant longtemps, on a travaillé de façon empirique, hein, un petit peu en fonction de ce que voulaient les compagnies. Je crois qu'il faut que vous appreniez à faire votre propre projet de développement en dehors de celui de votre compagnie. Bien évidemment, il faut quand même regarder ce qu'elle fait, parce que si vous décidez de vous diriger et de faire de l'entreprise quand votre compagnie n'en fait pas, vous êtes un peu dans la mouise. Mais il faut tenir compte de ce que fait votre compagnie et en même temps construire votre projet d'entreprise. Et c'est pour ça que dès 2021, nous allons lancer ce projet Trajectoire. Trajectoire, c'est trajectoire vers le progrès, trajectoire vers l'augmentation du chiffre d'affaires. Et c'est un projet qui vous permettra de construire votre propre projet de développement. C'est quelque chose d'extrêmement simple, hein, qui va vous aider à réfléchir et à poser vos principes de développement. Je crois que tout peut nous permettre en 2021 de nous développer. On a parlé avec Norbert et avec Karl des produits, des nouveaux marchés de l'assurance, et je pense qu'ils seront véritablement importants et nous permettront de gagner des parts de marché. J'ai un grand espoir, et je vous le dis franchement, je pense que les agents généraux n'ont que 6% de parts de marché en assurance de personnes. On peut doubler la mise. C'est véritablement là où il faut mettre le paquet. Et on a de belles occasions pour le faire avec les IJ, avec la prévoyance collective, avec le PER. Je pense que là, avec l'assurance emprunteur, je pense que là, vous avez véritablement tout un ensemble, tout un moyen de produits, de développement qui est très fort. Et là, je serais vraiment d'une fierté absolument extraordinaire si cette part de marché pouvait passer de 6 à 8, à 10 et à 12%. C'est-à-dire repiquer les parts de marché que nous ont piquées la banque dans les années 1980 ou 1970, parce que les agents ne s'étaient pas à cette époque positionnés sur les assurances de personnes. Pour ça, il faut vous former, bien évidemment. Donc oui, moi j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que je vous vois maintenant vivre, alors déjà depuis 1988, date où je suis agent, mais je vous vois vivre et évoluer depuis maintenant 6 ans que je suis président de la fédération. Et vraiment, je vois votre extraordinaire capacité à franchir toutes les crises qui se posent à vous. Je vais vous le dire franchement, même les compagnies sont bluffées. Ce n'est pas pour autant dire qu'elles seront plus gentilles avec vous, parce que ça, c'est une relation toujours complexe, mais elles sont bluffées par votre capacité à agir. Elles sont bluffées que vous soyez resté ouvert pendant le confinement. Elles sont bluffées de vous voir aujourd'hui recevoir avec vos collaborateurs votre clientèle. Elles sont bluffées de voir qu'elles ne perdent pas de part de marché. Elles sont bluffées de voir comment vous faites passer les augmentations. Elles sont bluffées de voir comment vous envisagez vous-même de vous relancer sur certains sujets. En fait, elles sont bluffées tout le temps, ces compagnies. C'est vrai que, honnêtement, on n'a pas trop de difficultés à être meilleur qu'elles, parce qu'elles, dans le même temps, elles sont à 100% en télétravail avec des collaborateurs qui répondent plus à nos demandes. Et pour autant, on continue à fonctionner. On continue à fonctionner, et ça, je vous le dis franchement, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, ça, c'est fantastique. Vous savez vous débrouiller pour continuer à apporter une qualité de service à vos clients. Alors moi, je vais vous dire une chose. Quand on sait faire ça, quand on sait réagir dans des crises aussi profondes que celles d'où on vient, eh bien, on n'a rien à craindre.
Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes le réseau le mieux adapté pour vous battre et je sais déjà que je peux compter sur vous pour faire un éclat en 2021. Covid ou pas Covid. Super. Merci beaucoup, Patrick, pour ce message d'optimisme. Merci Norbert, merci Karl, merci Aurélie. Nous étions au pic 305 participants. Merci. Donc, je pense que ça vous a intéressé. Et notez la prochaine AGA TV le 18 décembre sur le cyber risque. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.